Oh bonjour et bienvenue dans cette vidéo éducative qui vous apprendra comment vivaient les Gallo-Romains dans la Narbonnaise du 2e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir, je suis un authentique Gallo-Romain de cette époque. Vous pouvez le voir à ma toge et mes baskets. Comme vous le savez tous, nos ancêtres sont et resteront toujours les Gaulois. Au moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Eh non, il serait faux de penser ça, car tous les peuples du monde se sont déplacés et mélangés au fil des temps. La France et la Narbonnaise en particulier n'en sont pas des exceptions, quoi qu'en disent certains hommes politiques. Il est maintenant temps pour moi, Benjamin Cuvilix, avec mon acolyte Dédé, de vous expliquer comment vivaient les Gallo-Romains dans la Narbonnaise à cette époque. Dédé Dédé Oh Dédé! Ouais. C'est donc ici, dans ce décor gallo-romain, avec des personnes gallo-romaines, que je vais tout vous expliquer. Narbonne a été fondée par Rome, cependant, le territoire était occupé bien avant l'arrivée des Romains. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà dans la région des peuples indigènes et des colons. Ainsi, avec ces grandes migrations, les Ligures, les Celtes et les Ibères s'allièrent pour attaquer Massilia, Marseille dans l'Antiquité. Cependant, cette dernière est alliée avec Rome, et la grande ville décide d'intervenir. Le proconsul Domitius Aenobarbus et le Sénat cherchèrent des territoires pour surveiller les garnisons qui partaient vers l'Espagne. Ainsi, en 118 avant Jésus-Christ est officiellement fondée la ville de Narbonne, et il y a surtout des pauvres qui y vont. Certains aristocrates y vont aussi, car cela permet à Rome de les éloigner du centre politique. Narbonne est prospère pour les Romains à cette époque. Ainsi, Narbonne connaît une période de croissance démographique, économique et obtient une importance militaire. La ville a une grande implication dans la guerre des Gaules, car en 52 avant Jésus-Christ, elle subit une attaque de la part de la rébellion de Vercingétorix. De plus, Narbonne est aussi une cité indispensable pour la pacification de l'Espagne. La ville s'étend donc de plus en plus et atteint son apogée au IIe siècle après Jésus-Christ. La croissance économique de la ville repose principalement sur l'agriculture, l'élevage, le salin et l'activité minière. Avec la période de prospérité, Narbonne se permet de construire un capitole et un nouveau forum. Ainsi, avec ses constructions et son ancienneté, Narbonne devient le siège de l'Assemblée provinciale. La ville est aussi la première fosse politique de la région. Cependant, un incendie se déclare dans la ville en 145, ce qui va grandement l'endommager. Elle sera ensuite reconstruite en 160, ce qui permettra d'étendre son réseau routier. Au IIIe siècle, la ville se fait attaquer et perd de l'ampleur, dans la Gaule comme dans l'Empire romain. C'est donc à la suite de l'historique que je viens de vous faire que je vais vous expliquer les raisons du succès de la Narbonnaise antique. Comme nous l'avons vu, le commerce est l'un des atouts principaux de Narbonne. Cependant, c'est Rome qui contrôle le commerce narbonnais. La capitale de l'Empire met en place une politique protectionniste et mercantiliste vis-à-vis de la petite cité. La ville exploite principalement les ressources minières, en particulier le plomb argentifère, le fer, le cuivre et l'or, et fait importer ce dont elle a besoin. Narbonne ne produit pas grand-chose, car Rome le lui interdit, en particulier les vignes. Cette situation évolue en 45, avec la refondation, la cité commence à produire des ressources viticoles. Néanmoins, la plus grande force de Narbonne est sa fonction de transit. La cité est idéalement placée entre l'Italie et l'Espagne, dont une partie est déjà sous domination romaine. Ainsi, il y a la construction d'un port et de 2 voies de transport pour profiter de l'émulation commerciale méditerranéenne, en imposant des droits de douane sur le transit. Ainsi, la situation économique est non négligeable pour l'Empire romain, mais il ne faut pas minorer le rôle militaire de la cité. Cicéron dira que Narbonne est l'observatoire et rempart du peuple romain. La principale qualité militaire de la cité réside dans le fait qu'elle est une colonie de citoyens, et donc est peu sujette à des révoltes ou des mécontentements. Ainsi, la cité est unie socialement et militairement, ce qui permet de faire face et de résister à l'invasion des barbares du Nord en 120. De plus, son emplacement est idéal pour les déplacements durant les guerres. Narbonne est beaucoup utilisée par César durant les guerres des Gaules. Et je vais donc maintenant vous expliquer pourquoi la Narbonnaise est indispensable et surtout très utile à l'Empire romain. Un reportage signé Pierre-Emerick Le Nervuré. Jusqu'en 22 avant Jésus-Christ, la Narbonnaise était appelée la Transalpine, c'est-à-dire la région de l'autre côté des Alpes par rapport à Rome. Elle devient donc après cette date une province sénatoriale romaine. C'est donc à partir de là que commence la municipalisation de la Gaule narbonnaise. Michel Christol dit dans son livre Une histoire provinciale: par municipalisation, on entendra l'établissement de formes d'organisation civique semblables à celles qui existaient à pareille époque dans l'Italie romaine, à l'initiative des autorités romaines ou avec leur acquiescement. Ainsi, avec ce qu'on appelle les municipes, les grandes régions, on a déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ un modèle politique et social prêt à être diffusé dans tout le monde connu.
Cette diffusion est un succès et incite à faire progresser le droit de la cité romaine dans les régions étrangères. Ainsi se crée le bios politikos, qui est un système qui consiste à s'identifier et à recopier les coutumes et civilités des populations supérieures, c'est-à-dire de la population romaine. On va assister à la création de Petite Rome, et notamment dans la Narbonnaise. Dans les années 70 avant Jésus-Christ, la province obtient le statut de province de la République romaine. César la place donc dans un continuum institutionnel, c'est-à-dire que la province suit le droit latin dans sa continuité et dans ses évolutions. Cela vaut pour beaucoup de provinces, mais la Narbonnaise obtient des privilèges, comme par exemple des places au Sénat, à partir de 22 avant Jésus-Christ, lorsqu'elle devient une province sénatoriale. Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien avance encore d'un pas dans le droit latin pour les provinces. Alors qu'avant un enfant indigène de la Narbonnaise suivait la condition sociale de son père, grâce à cette réforme, un enfant né sur le sol de la Narbonnaise sera un enfant et un futur citoyen romain. Les dieux romains sont eux aussi venus dans la Narbonnaise. On a retrouvé des traces de ce qui semble être le dieu Mars, sans que son nom ne soit nulle part écrit, car il n'a pas été exporté. Effectivement, le nom du dieu a probablement été changé, car le nom Mars appartient au monde romain. Cela montre l'importance qu'accorde la province à la religion romaine, car Mars est l'un des dieux les plus importants. Dans la Narbonnaise, Mars est le dieu principal. Sans parler de monolatrie, chaque province a un dieu qu'elle idolâtre en particulier. De plus, le dieu de la grande ville doit apparaître dans chaque ville de la province. Ce culte se transforme aussi en une idolâtrie aux dirigeants comme César. On retrouve un culte à ce personnage dans l'épigraphie sur les pièces de monnaie narbonnaises. Et donc après toutes ces explications, ma foi, fort indispensables et fort utiles à la communauté, que vous savez comment vivaient les Gallo-Romains du IIe siècle avant Jésus-Christ au IIIe siècle après Jésus-Christ dans la Narbonnaise.